Le changement climatique pose clairement des enjeux en termes de stabilité financière. Aujourd'hui, quand je le dis, ça paraît être un constat évident, et pourtant ce n'était pas le cas il y a quelques années. Je me souviens, il y a quelques années, quand on discutait avec nos collègues des banques centrales, il y avait toujours ce doute. Est-ce que finalement, les banques centrales devaient se mêler de risques climatiques? Après tout, est-ce que ce n'était pas plutôt un sujet pour les ministères de l'économie et des finances ou pour le ministère de l'environnement? Une des premières choses à laquelle nous nous sommes attelés, c'est d'essayer de mesurer, de quantifier le risque climatique en termes de stabilité financière. Et en réalité, quand on creuse un peu, quand on développe des travaux analytiques, assez vite on se rend compte que potentiellement l'impact peut être très important. Comme vous le savez, il y a deux types de risques climatiques au sens large. Il y a ce qu'on appelle les risques physiques, qui sont des risques extrêmes liés à la fréquence accrue et à l'amplitude accrue d'événements climatiques extrêmes, justement. Alors typiquement, ça peut être des ouragans, des inondations, des sécheresses massives, qui entraînent de très fortes pertes à un moment donné, mais qui aussi peuvent avoir des effets macroéconomiques. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, il y a eu une très très forte sécheresse en Europe, et pour cette raison, le niveau du Rhin a baissé significativement, et à cause de ça, c'est devenu de plus en plus difficile et coûteux d'acheminer des marchandises tout le long du Rhin, et il y a eu un impact sur le prix de certaines matières premières. Alors, pendant longtemps, on nous a dit, mais le risque physique, de toute façon, il est couvert par les assureurs. Donc, en définitive, l'impact financier n'est pas si important que ça. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, on se rend compte que tous les actifs ne sont pas couverts par les assureurs. On a mesuré ce qu'on appelle le protection gap, c'est-à-dire en fait le décalage entre la valeur d'un actif et puis sa valeur d'assurance, et on se rend compte qu'il est très important, en particulier dans les pays émergents. On estime par exemple qu'en Afrique, il y a 90% des actifs qui ne sont pas protégés par l'assurance. Ça veut donc dire qu'à partir du moment où vous avez un risque physique qui se matérialise, les actifs qui sont détruits, automatiquement ça part en perte financière. Il n'y a pas d'assureur derrière pour recouvrir le coût. Et puis par ailleurs, dans les pays développés, les assureurs ne sont pas non plus des entreprises qui travaillent de manière philanthropique. Et à partir du moment où une perte apparaît, les primes d'assurance vont augmenter, ou au contraire, les actifs qui vont être couverts par l'assurance vont être réduits. Donc on se rend compte que potentiellement, les montants en jeu peuvent être extrêmement importants. Et puis, de manière peut-être moins intuitive, il y a une autre catégorie de risque qui est ce qu'on appelle le risque de transition. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on veut dire par là? À partir du moment où on part du principe que nos économies vont muter, nos secteurs industriels vont muter pour aller de l'état dans lequel ils sont aujourd'hui à un état compatible avec le respect de l'accord de Paris, il va nécessairement y avoir des réallocations massives de capital et aussi des pertes assez importantes de valeur dans certaines industries. Aujourd'hui, on estime qu'il y a des investisseurs qui ont acheté des actions de certaines entreprises dans certains secteurs, qui ont acheté de la dette de certaines sociétés dans certains secteurs, et que ces investisseurs vont certainement perdre une assez large valeur de leur portefeuille, du fait de la transition. C'est ce qu'on appelle le risque de transition. Alors vous me direz, mais c'est ce qu'on veut. On veut bien faire la transition d'un point A à un point B. Oui, c'est ce qu'on veut. Mais ce qu'on veut, c'est une transition ordonnée, c'est-à-dire une transition qui se fasse par jalons, méthodiquement. Et ce qu'on veut surtout éviter, c'est une mutation désordonnée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne se passe rien, puis d'un seul coup, il y a un mouvement de panique, une réalisation par les investisseurs que le risque est là et un effondrement massif du prix des actifs. C'est précisément ce qu'on essaye d'éviter. Donc ces deux risques, physique et transition, ils sont assez compliqués pour nous, pour les banques centrales et pour les superviseurs, à appréhender. Et ils sont assez différents d'autres types de risques. Pourquoi? D'abord, le risque climatique au sens large, ce n'est pas un risque qui est linéaire. Il y a ce qu'on appelle des tipping points, des points de basculement, et on ne peut pas tout simplement tracer une droite et suivre la droite. On se dit, en continuant à projeter, j'aurai une idée de mes risques. Ça ne marche pas comme ça. Par ailleurs, on s'est rendu compte aussi que nos modèles macroéconomiques étaient finalement assez peu utiles pour nous aider à mesurer ce risque. Parce qu'on n'est pas dans des modèles d'équilibre général. On est justement dans des modèles de déséquilibre, de non-linéarité. Et aujourd'hui, les modèles qu'on utilise dans nos anticipations ne fonctionnent pas. Ça veut dire concrètement que nous, banques centrales et superviseurs, il faut qu'on réfléchisse à des nouveaux outils, à des nouvelles méthodes pour essayer de capturer le risque climatique, pour mesurer l'exposition du secteur financier à ces risques. Schématiquement, on estime qu'il y a deux façons d'essayer de mesurer le risque climatique. La première façon, c'est ce qu'on appelle la disclosure, la transparence, la publication. C'est-à-dire qu'on va demander aux institutions financières, alors ça peut être des banques, des assurances, des fonds d'investissement,
de publier à un instant T l'état de leur exposition aux risques climatiques et un certain nombre de secteurs qu'on estime risqués. Ça, c'est typiquement des initiatives qui sont poussées par la TCFD, mais j'y reviendrai tout à l'heure. L'intérêt de cette approche, c'est qu'elle donne bien un état à un instant T de l'exposition d'une banque, d'un assureur, d'un fonds au risque climatique, mais la limite, c'est qu'elle ne vous donne pas du tout d'indication sur ce qui va se passer dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. C'est extrêmement statique. C'est même backward looking, comme on dit en bon franglais, puisqu'elle vous donne une indication, cette photographie, sur les stratégies d'investissement qui ont été adoptées les années précédentes. Or, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez vous projeter et essayer de mesurer le risque sur plusieurs années. Et donc, au-delà de cette approche de publication, on a développé un autre type d'outils qui sont les scénarios. Alors ça, l'analyse par scénario, c'est à nouveau quelque chose d'assez compliqué, qui en est vraiment assez balbutiement, mais qui est assez prometteur. Donc dans l'analyse par scénario, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, imaginons différents états du monde, différentes trajectoires que le système économique international pourrait suivre pour respecter l'accord de Paris. Alors, au sein du NGFS, j'y reviendrai tout à l'heure, on a défini à peu près, on va dire, 8 scénarios différents. Et sur la base de ces scénarios, on projette des expositions et on essaye de voir ce qui se passe. Alors, bien sûr, c'est un exercice qui est assez difficile puisqu'il faut qu'on arrive à mesurer les expositions, à les projeter, on prend des hypothèses, on n'est sûr de rien. Donc, ce n'est pas tout à fait un stress test classique, puisque dans les stress tests classiques qu'on utilise, nous, superviseurs, on se projette sur un horizon de 1 à 3 ans. On regarde des portefeuilles qui sont assez restreints et en fait sur une assez faible maturité. Donc c'est quelque chose d'assez différent et un certain nombre de banques centrales ont déjà fait l'analyse de scénarios. Il y a la Banque de France en particulier et l'autorité de contrôle prudentiel de résolution qui ont fait un exercice cette année. La Bank of England en a un prévu cet automne et la BCE également. Et donc on voit que ce sont des exercices qui se développent, où on apprend en faisant, mais qui sont complémentaires de l'approche publication. On publie, on a une photo à un instant T, et on projette, on a une indication sur 5, 10, 15, 20 ans. Et en fonction de ça, ça nous donne des indications sur la façon dont les acteurs financiers sont exposés, et puis aussi la manière dont ils envisagent de réallouer leur portefeuille d'actifs financiers. Les risques posés par le changement climatique en termes de stabilité financière sont des risques qui sont mondiaux et qui appellent donc une réponse mondiale. À partir de 2015, le G20 a créé un groupe d'études, un study group sur le sujet, qui a permis vraiment d'avancer de manière importante sur beaucoup de dynamiques, notamment comment est-ce qu'on mesure le risque, mais aussi sur la partie financement, comment on mobilise les capitaux. Et puis à partir de 2017, cette volonté politique qu'on a sentie au niveau du G20 s'est progressivement évanouie, pour des raisons politiques, tout simplement parce que le changement d'administration aux États-Unis faisait que du côté américain, il y avait beaucoup moins de support pour lancer des travaux sur ce sujet. Et dans un tel contexte, on s'est posé la question au sein de la Banque de France pour savoir comment développer les contacts avec nos pairs. On avait des questions méthodologiques. Comment est-ce qu'on mesure les choses? Comment est-ce qu'on peut développer des scénarios? Et on n'avait pas de réponse. Et on s'est dit, plutôt que de travailler en bilatéral, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas notre propre forum? Et donc, on a commencé à prendre notre bâton de pèlerin, à contacter les uns et les autres, et c'est devenu une coalition avec 8 membres au début, et maintenant plus de 90. C'est devenu le NGFS, le Network for Greening the Financial System. Qu'est-ce que le NGFS? C'est ni plus ni moins qu'un groupe, qu'une coalition, qu'un club de banques centrales qui ont envie de travailler ensemble, envie de partager et d'apprendre tout ensemble. Souvent, je prends l'image du pique-nique. Quand vous allez à un pique-nique, chacun amène un ingrédient, et puis ensuite on partage. Eh bien, le NGFS, c'est un peu comme un pique-nique géant. Chacun amenait sa perspective, ses méthodologies, ce qu'il avait appris, on partageait, et ça a permis très tôt et très vite à tout le monde de progresser bien plus rapidement que si on était resté chacun dans notre coin à attendre que les choses se passent. À côté du NGFS, il y a d'autres coalitions qui se sont également structurées. Alors il y a la plus célèbre d'entre elles, la plus connue d'entre elles, c'est la TCFD, la Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, qui est une task force un peu spécifique, créée sous l'égide du FSB et qui est composée exclusivement de membres du secteur privé. Donc ce sont des représentants de l'industrie financière mais aussi non financière qui, sur une base volontaire, ont décidé de définir des règles qu'ils s'engagent à poursuivre pour publier leurs expositions au risque climatique sur une base volontaire. La TCFD a connu un énorme succès, il y a un nombre considérable aujourd'hui d'acteurs financiers et non financiers qui suivent et qui publient leurs expositions selon la TCFD, mais on voit qu'on arrive un peu aux limites de l'exercice. Pourquoi? Une approche volontaire,
Ça veut dire qu'à un certain moment, si vous êtes une entreprise, vous n'allez peut-être pas tout publier. Et en particulier, vous n'allez peut-être pas publier les choses qui vous gênent ou publier les risques qui pourraient être significatifs ou matériels pour vous. Donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il faut aller au-delà de cette approche volontaire? Est-ce qu'il faut aller au-delà de la TCFD? Et est-ce qu'il faut commencer à évoluer progressivement vers des approches réglementaires obligatoires? En toute hypothèse, tout ce que je peux dire sur le bilan de ces dernières années, c'est que les coalitions, que ce soit le NJFS ou la TCFD, ont joué un rôle extrêmement important pour catalyser les énergies et permettre à tout le monde de progresser. Je vous ai présenté de manière un peu générale, donné un aperçu de la manière dont au niveau international, la communauté des banques centrales s'est organisée pour mesurer et prévenir ce risque climatique. Maintenant, je vais laisser la parole à Laurent Clerc qui va vous présenter de manière spécifique la façon dont le superviseur bancaire et assurantiel français, l'ACPR, a mené son exercice de stress test. Il va vous donner aussi les principales conclusions de l'exercice qui, il faut le rappeler, est une première mondiale.